à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Fred Weiss. Alors, Fred Weiss, 2m18, bien sûr, vice-champion olympique en 2000, deux Coupes Courage, 2000-2001. Également auteur, acteur et commentateur. Et compositeur bientôt. Et compositeur, bientôt. Alors, on va passer un petit moment ensemble, Fred, autour de ta carrière. Bien sûr, on est sur une année olympique. Oui. Et puis, tout ce que tu fais à côté, parce que en fait, ces vidéos servent aussi à savoir ce que tu es devenu dans l'après-carrière sportive. Okay. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton enfance, comment tu as découvert le basket? Est-ce que c'est venu naturellement? C'est venu naturellement parce que mon papa et ma soeur jouaient au basket. Mon papa a joué jusqu'en National 1 et ma soeur a été internationale. Et ma soeur a 11 ans de plus que moi, donc j'ai voulu essayer de reproduire le même schéma et de me rapprocher de mon papa. Et donc je me suis mis au basket, j'allais dire par obligation quasiment. Donc j'ai suivi les pas de ma famille. Toute la famille aussi grande que toi? Non. Parce que ma sœur est une femme, et elle fait 1m88, ce qui est quand même déjà très grand pour l'époque, et en plus elle a 11 ans de plus que moi, comme je disais. Donc c'était très grand, et mon père faisait 1m94, et il jouait pivot à l'époque, donc le même poste que moi, alors que voilà, on a quelques différences de gabarit. Ouais. Donc tu viens notamment de Lorraine? Alors pas notamment, je viens de Lorraine. Et justement, comment on se retrouve de la Lorraine à Limoges? Explique-moi un peu le parcours. En fait, le parcours il est assez simple. Hein. J'ai été repéré en Lorraine, justement. Je suis allé au Crêpes de Nancy. Au Crêpes de Nancy, on m'a repéré pour aller à l'INSEP. Donc à 15 ans, j'étais déjà à l'INSEP. J'ai passé 3 ans là-bas où j'ai passé mon bac. Parce que ma maman m'a dit, si tu passes pas ton bac, tu ne pourras pas jouer professionnel. Ce qui maintenant paraît une aberration, mais je pense que c'était une très bonne chose. Et ensuite, donc à 18 ans, j'ai commencé à être repéré par plusieurs clubs. Et le club qui me plaisait le plus, parce que c'était le club qui était champion d'Europe en 93, c'était Limoges. Et ils m'ont fait une proposition, je suis allé à Limoges, évidemment, avec un énorme plaisir. Quand tu t'es retrouvé à l'INSEP à 15 ans, on est quand même à 500 bornes de chez soi, c'était facile? C'était affreux, c'était dur. La première année, j'ai été harcelé. Parce qu'en plus, moi, je suis un fils à maman. Donc je suis en plus d'une famille italienne, donc je suis le fils. Je ne savais même pas faire mon lit, je ne savais rien faire du tout. Tu sais toujours pas? Non, j'avais pas besoin d'apprendre depuis. Non, j'ai jamais appris à faire mon lit à cette époque-là. Je suis arrivé, ma maman m'avait couvé, et je suis arrivé dans un milieu concurrentiel, très concurrentiel même, le sport de haut niveau, donc j'étais pas adapté à ça, clairement. Tu as été bizuté? J'étais bizuté, j'étais rebisuté, bibisuté, enfin voilà, c'était très très dur au début, jusqu'à ce que je me rebelle un petit peu pour trouver mes marques en fait. Mais alors pourquoi c'est pas du tout de gaieté de cœur que je te rappelle ça? Mais moi j'ai pas de problème parce que ça fait partie de mon chemin. Ouais. Je dis pas que je suis content de l'avoir vécu, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça fait partie de mon chemin de vie en fait. Oui, puis ça fait partie aussi de la partie mentale que le sportif de haut niveau doit affronter. Exactement, mais comme je dis, c'est un milieu qui est ultra concurrentiel, il y a plein de manières de s'adapter. Moi, mon adaptation, c'était de me faire une carapace et d'être un peu plus dur justement pour pouvoir supporter ça. Alors, on a parlé des souvenirs moyens, les bons souvenirs de ton époque jeune? J'avais la chance d'aller dans tous les pays d'Europe, de faire partie de l'équipe de France, de gagner des choses, de découvrir mon corps aussi, parce que finalement quand on est très grand, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que le basket m'a permis de jamais avoir de problème avec ma taille, parce que quand j'en parle à plein de personnes qui sont beaucoup plus petites que moi, ils disent « Oh, moi j'en ai très mal vécu ». Moi c'était quelque chose de super pour moi, donc j'ai toujours été très content d'être grand. Ouais, ce qui est un inconvénient dans la vie de tous les jours, dans le basket, ça devient un avantage et faut en tirer profit. Et c'est ce que je dis toujours, moi j'ai mangé grâce à ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc tu passes pro à 18 ans à Limoges? Exactement. Juste un petit récap, en termes de taille, tu as toujours été au-dessus de la moyenne ou tu as grandi d'un coup? J'ai toujours été au-dessus de la moyenne, je me rappelle quand j'ai passé, mes parents sont très à cheval sur les études, hein, donc c'est pour recontextualiser. J'étais dans un collège privé et j'ai passé ma communion dans le collège privé et on a dû me prêter l'aube du père pour que je la passe, cette communion. Et en plus, je me suis fait engueuler et mis en avant devant tout le monde par le prêtre qui me dit il faut descendre du prix Dieu. Sauf que je n'ai pas dessus en fait. Donc oui, j'ai toujours été grand. Ouais. Et donc à 18 ans, un nouveau départ ou une continuité dans l'apprentissage, Limoges? Un nouveau départ. Nouveau départ. Parce que tu pars sur le monde professionnel. Ouais. Alors c'est très concurrentiel quand tu es en jeune, sauf que là, il y a de l'argent en jeu en plus. Parce ouais. qu'à l'INSEP, tu n'es pas payé. Et quand il y a de l'argent en jeu, les choses évoluent encore plus durement. Ouais, moi je distingue souvent le sport de haut niveau, que tu commences finalement à 12-13 ans, dans les crêpes ou dans d'autres centres, et puis finalement le sport professionnel, parce que là, comme tu dis, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est plus pareil. Et justement, qu'est-ce qui change, selon toi? Déjà, c'est que tu as un prix.
Donc c'est-à-dire qu'en gros, on te paye pour faire des choses, alors que jusque-là, tu le faisais pour plaisir, des choses qui étaient dures à faire, hein, tu t'entraînais dur, etc. Mais là, d'un seul coup, tu as une pression supplémentaire, parce que tu dis, ok, donc ce que je faisais pour m'amuser, bah, c'est plus vraiment un amusement, c'est mon boulot, je suis payé pour ça et je dois avoir une rentabilité. Et ça, psychologiquement, c'est pas évident au début. Alors comment tu l'as vécu ça? Comment tu l'as géré? Bah, au début, c'était dur, parce que je me disais, mais je comprends pas, avant, je faisais ça gratuitement, et maintenant, les gars me payent, mais ça veut dire qu'il faut que je leur redonne à la hauteur de ce qu'ils me donnent. Et il a fallu trouver le bon compromis dans ma tête pour me dire, ok, bah, il me donne, de toute façon, je peux rien y faire, autant continuer à essayer de m'appliquer au mieux et faire de mon mieux, parce que de toute façon, mieux que mon mieux, c'est pas possible. Et ça, tu penses que tout le monde réagit comme toi ou c'est toi qui t'es mis cette pression supplémentaire? Non, je pense que tout le monde a une pression supplémentaire. Sur ton premier chèque, tu as une pression supplémentaire. Il faut se rappeler quand même que moi, quand mon premier chèque, c'était plus que mes 2 parents réunis, hein, Ouais. à 18 ans. Donc, Plus le logement, bien sûr. plus le logement, évidemment, plus une voiture, enfin, Tous les tout ce autres. qui allait en plus. Donc tu te dis que Ouais, mais parce Ah, que toi, difficile. tu as quand même ces valeurs de départ. Peut-être que lorsque d'autres perçoivent un chèque comme ça, c'est pas aussi important pour eux. bah, je sais pas, mais pour moi, c'était très important. Après, j'ai du mal à me rendre compte. Je pense que, au contraire, même si tu n'as pas ces valeurs, tu te dis, ah, je gagne beaucoup d'argent. Alors, peut-être certains le dépensent bêtement, mais quand ils sont sur le terrain, ils ont envie de montrer les choses, justement, en disant, il faut que j'assume ce que je reçois. C'est ce que j'espère, parce que si tu n'as pas cette réflexion, tu n'es pas un sportif de haut niveau, en fait. Et alors justement, pour toi, pour les gamins qui en rêvent, qu'est-ce qui fait, à ton avis, bon, toi tu avais cet avantage de taille, mais il n'y a pas que ça, inévitablement, il y a le travail, j'imagine, il y a tout un tas de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de sportif de haut niveau à sportif pro? Je sais pas, moi j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant plusieurs années quand j'étais à Limoges, donc je sais pas vraiment. Parce que tu as toujours cette impression de qu'est-ce que je fous là? À un moment, ils vont se rendre compte de la réalité, ils vont me renvoyer en Lorraine. Il faut se rappeler quand même, quand je suis arrivé à Limoges, il y avait Richard Dacoury, Hugo Corset, Yann Bonato, Jim Bilba, et j'en passe et des meilleurs. Donc tu te dis qu'est-ce que je fous avec ces superstars du basket français? Parce qu'à l'époque, T'as pas cité Franck de Terre. ben non, parce qu'il n'était pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Mais en fait, il faut quand même se recontextualiser. À l'époque, les joueurs français étaient des superstars. Pour nous, les basketteurs. On n'avait pas cette ambition de la NBA. Et pour moi, jouer avec ces mecs-là, c'était waouh. Voilà, donc c'est pas évident, franchement, d'arriver dans ce contexte-là où tu es un tout petit joueur et il faut prouver des choses, mais en même temps, tu as tellement de respect les autres. Moi, j'ai une petite anecdote. Premier entraînement, Richard Dacoury me fait une passe un peu appuyée. Moi, j'étais en admiration, Richard Dacoury, boum, je l'ai pris dans la gueule. Je pense qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait à signer ce mec-là? Il n'arrive même pas à attraper une passe simple. Donc non, c'est pas évident par rapport à ça. Et donc, du coup, t'as quand même pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour accéder à ce Je haut ne sais niveau? rien. Honnêtement, c'est difficile. J'ai un gros problème d'ego. Et c'est mon ego, moi, qui m'a permis d'avancer à chaque fois. En fait, quand je suis arrivé, j'étais le plus mauvais à l'image. Sans aucun problème, j'avais 18 ans, il n'y avait que des stars. Et j'aime pas être le plus mauvais. J'aime pas perdre, j'aime pas être le plus mauvais. Donc j'ai travaillé plus pour essayer d'être à leur niveau, en fait. Moi, c'est juste une question d'ego. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, Non, mais en tout cas, c'est le mien. En tout cas, tu as parlé d'ego, mais tu as aussi parlé de travail. Oui, non, mais bien ton sûr. ego qui t'a forcé à travailler. Mon ego m'a forcé à travailler, voilà. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir un ego en disant que tu es le meilleur et ne pas le montrer sur le terrain. Parce que ça, c'est à un moment, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Exactement, tu es rattrapé. Mais concrètement, pour moi, c'était important d'avoir cet ego qui m'a dit, ok, ça suffit. J'en ai marre d'en prendre plein la tronche tous les entraînements. Je vais progresser parce que je veux être le meilleur, en fait. Et ça, justement, il y a eu une évolution malgré tout avec ce que tu as vécu là. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'on montre de bonnes actions et de mauvaises actions aussi. Dans ce que tu me dis là, il y a quand même le regard d'un jeune qui arrive, qui découvre un milieu qu'il ne connaît pas. Est-ce que tu penses que ce phénomène peut être amplifié avec les réseaux sociaux et les gamins qui finalement sont absorbés par ça? C'est catastrophique, les réseaux sociaux. Moi, je suis très content de ne pas avoir vécu cette explosion des réseaux sociaux, parce que pour moi, c'est catastrophique. Vraiment, l'image, elle est affreuse. J'ai un exemple aussi sur ça. Je jouais un match en Espagne, en Espagne déjà, et sur Facebook à l'époque. Et en fait, on perd le match, et le soir, je sors, mais je bois un coup. Et un supporter me donne des lunettes roses, fluo, qui flashent, tu vois. Et je les mets, le mec me prend en photo, il me met sur Facebook. Je me suis fait défoncer par les gens. Ouais. Alors que je n'avais rien fait de mal, j'étais allé boire un coup. Parce qu'après un match, tu peux pas dormir, de toute façon, tu es un peu nerveux. Je bois pas d'alcool et j'étais rentré à minuit et demi peut-être. Vous aviez perdu, donc du coup. Comme on avait perdu, on a pris plein la gueule en fait. Donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était compliqué. Mais ça, je te parle de l'époque où c'était Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas. Ça débuté.
Maintenant, mais c'est plus vivable à mon avis. Ouais, il faut avoir une vie hyper carrée. Ah, mais il faut surtout se débrouiller pour pas être filmé. Ouais. C'est sûr que dès qu'on t'es capté, t'es mort. Alors, à Limoges, tu as fait ta place, tu dis, à force de travail. Derrière, il y a eu la chance d'être drafté, et puis bon, la période en bleu dont on va parler derrière. La draft, alors, pourquoi tu refuses? Parce que tu as été drafté en... J'ai été drafté en 15e position. Donc il faut savoir que les 14 premiers, c'est ce qu'on appelle la loterie pick. Donc, où il y a même une... On se bat pour être dans cette loterie pick, pour savoir qui va être les premiers, etc. Comme avec Victor Wembanyama, quand les Spurs ont eu le premier choix, c'était la fiesta là-bas. Donc les 14 premiers, c'est vraiment une fiesta quand tu les as. Donc 15e, en gros, c'est le premier qui n'est pas dans la loterie pick. Donc c'était une belle draft, surtout à cette époque-là. Et en fait, j'y vais pas parce que mon agent va en prison. C'était le dirigeant de fait de Limoges et agent, donc conflit d'intérêt, enfin voilà, problème. Et que mon agent américain a perdu sa femme. Donc je me suis retrouvé dans une situation où j'avais pas d'interlocuteur. Donc j'ai laissé traîner, je me suis pas débrouillé. New York a dit souvent que je répondais pas, sauf qu'il m'appelait pas moi. Il appelait mon agent, donc voilà. Tu penses que ça aurait changé quelque chose à ta carrière? J'en sais rien du tout. Je pense que j'aurais peut-être tenté le coup des États-Unis, oui. Après, je sais pas si j'aurais réussi ou pas, mais en tout cas, j'aurais tenté le coup. Oui. Donc à cette époque-là, bien sûr, tu es encore à Limoges. Tu restes à Limoges après la draft, hein, c'est ça? Après la draft, je reste une année parce qu'en fait, je sortais d'une hernie discale. Donc de toute façon, c'était prévu dès le départ, même avant que mon agent aille en prison, que je reste une année pour me remettre un petit peu de mon hernie discale, qui était quand même très contraignante. Professeur Saillant, que j'espère que tout le monde connaît, en tout cas, c'est quelqu'un qui était un ponte incroyable, qui travaillait encore, qui a travaillé avec Schumacher, par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui est très impressionnant dans ce milieu-là. M'avait dit, c'est pas sûr que tu puisses rejouer au basket quand même. Ouais. Donc je sortais d'une hernie discale très importante, où il n'y avait pas de certitude que je recommence à jouer. Donc il me fallait au moins une année de transition pour me relancer, pour ne pas passer directement de championnat de France à la NBA, quoi, concrètement. Et tiens, d'ailleurs, une petite question, quand on t'annonce, on ne sait pas si tu vas rejouer au basket. On t'a ton bac et tout, mais tu le vis comment? Tu t'en rappelles à cette époque-là? Ah ouais, mais honnêtement, c'est un choc. J'ai même pas réagi. Parce que c'est vraiment, c'est comme si on te met une grosse baffe et que tu es KO un peu, mais en même temps, tu comprends pas vraiment. C'est trop subite. Et oui, le premier truc que je me suis dit, c'est, j'ai mon bac, je ferai des études, et sachant que ma soeur est ingénieure en génie physique. Donc elle aurait pu m'aider un petit peu pour tricher sur les... Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'aurais pu peut-être faire des études, j'aurais fait... oui, ta vie peut basculer en un claquement de deux doigts, quoi. Et là, tu prends conscience, d'ailleurs, on parlera de ta reconversion après, mais tu prends conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain ou pas forcément? Alors, à l'instant T, oui. Et après, encore une fois, mon ego. Moi, je viens jouer. Ouais. En fait, ma vie est marquée par mon ego. Je sais que ça se voit pas parce que je pense pas me la raconter trop. Écoute, un peu. Si, mais bon, voilà, tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai que mon ego, pour moi, c'est très important. Ça dicte ma vie, en fait. Mais dans ma reconversion qu'on évoquera tout à l'heure, j'ai ce problème aussi. C'est mon ego qui parle très souvent. Ouais. Mais c'est ça qui te guide et c'est ça qui t'a permis de te surpasser. Oui, mais dans la vie normale, c'est pas normal. Ouais. Je me rends compte quand je parle à des gens qui n'ont pas été sportifs que cet esprit de compétition, de vouloir toujours être le meilleur, c'est pas normal. Les gens ne sont pas tous comme ça, en fait. Oui, c'est vrai. Et par contre, c'est un point commun de tous les sportifs. Ça, c'est un point commun de tous les sportifs, sauf que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, la vie sportive s'arrête. Ouais. Et il faut s'adapter un peu à la vie normale, parce qu'on n'a pas une vie normale. Et on a beaucoup de difficultés à ça. Oui. Ça, c'est un des sujets que j'évoque avec tous ceux qui passent là sur le fauteuil. Et par contre, c'est effectivement les deux points communs, c'est le travail et puis ce dont on parle, quoi, la partie envie, esprit de compétition, envie de se surpasser en permanence, quoi, quelque part. Moi en fait, j'ai tellement d'ego que je vois un mec qui fait des claquettes comme un dieu. J'ai envie d'être meilleur que lui. Il faut trouver des chaussures. Ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça en vient à un point où je me dis, je peux être meilleur que lui, oui. Alors que non. Je t'ai jamais vu faire de claquettes, mais j'imagine que ce sera compliqué. Je te confirme que non. Entendu. Écoute, là, la période en bleu maintenant, t'as combien de sélections? 100 piles. Ouais, c'est bien pour ça que je te demande. Et franchement, ça, c'est pas un travail de professionnel. Je pense. Non, en fait, je pense que je savais que j'avais pas de mémoire. Et je me dis, si c'est un chiffre compliqué, je ne retiendrai jamais. Alors que 100, c'est facile. 100 sélections, une médaille d'argent au JO de Sydney. Une médaille de bronze à un championnat d'Europe aussi. Médaille de bronze, championnat d'Europe. Et en Serbie, où on a battu les Serbes là-bas, quand même. C'est vrai, pas mal, effectivement.
effectivement. Mais je ne dis pas que des bêtises. Il me Non. regarde comme si... C'est Oui, surprenant, mais c'est surprenant. Mais c'est vrai. Non, ton meilleur souvenir en bleu, justement, c'est la médaille olympique. C'est beaucoup de choses. Les Bleus, c'est toujours beaucoup de choses. Donc la première fois où tu représentes ton pays, où tu chantes la Marseillaise à tue-tête, honnêtement, j'ai honte parce que je pense que les mecs à côté de moi, ils devaient dire mais je peux pas chanter moi en fait parce qu'ils sont tellement fous à côté de moi, c'est catastrophique. Mais quel plaisir de voir ton papa être super ému de se dire que mon fils représente son pays en basket, tu vois. Ça c'est incroyable. Ensuite la médaille olympique, évidemment. Moi j'ai eu la chance pendant les Jeux Olympiques, alors d'avoir une médaille olympique, de faire les Jeux Olympiques déjà, mais j'ai mangé en face de Mohamed Ali. Ouais, t'as pas grand monde qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, ça te fait des souvenirs incroyables, le sport de haut niveau et l'équipe nationale encore plus, parce que tu joues plus pour l'argent, là. Tu vois, on en revient aux bases. Tu joues pas pour l'argent. Tu joues pour le plaisir de porter les couleurs de ton pays. Et ça change tout. Ouais. Et alors, on se connaît un petit peu. Je sais que c'est un souvenir que t'aimes pas, mais par contre, j'aime bien la manière dont tu l'abordes. Le fameux dunk de Vince Carter. Oui, je vois pas. C'est ton pire souvenir? Non. Non. Mais alors, pas du tout. Mais pourquoi ça serait... En fait, c'est devenu mon pire souvenir à cause des baskettiques qui m'en parlent. Mais concrètement, en soi, c'est pas un pire souvenir. C'est 2 points. C'est une action extraordinaire d'un mec extraordinaire. Physiquement, mais en plus hyper sympa. Donc, ok, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais me flageller parce que j'ai reçu un dunk sur la tête, c'est ça que je comprends pas. Et tu vois, pendant une période, c'est devenu mon pire souvenir, mais à cause des autres. Mais pas à cause de moi, en fait. Mais je m'en fous, moi, je suis plus dépendant des autres, et tant pis. Non, mais c'est aussi pour ça que je te pose la question, parce que je trouve que la manière dont tu l'abordes, alors que, tu m'excuses, mais t'en as pris plein la gueule, et t'en prends encore plein la gueule. Tous les anniversaires. En fait, tu sais quoi, moi je me rappelle jamais, mais quand je reçois, je sais que c'est l'anniversaire, parce que sur Twitter, je reçois mon anniversaire Big Fight Style. Alors mon anniversaire, c'est le 22 juin, ça n'a aucun rapport. Donc je suppose que c'est pas pour moi. Non, je pense. Bon, parallèlement, on ferme cet épisode bleu. Après Limoges, tu pars en Espagne? Je pars en Espagne. Enfin, je pars en Grèce 1 mois et demi, mais les Grecs, comme d'habitude, m'ont gréquifié. Ouais. Et donc, ils m'ont pas payé. Et donc, Malkovich me rappelle, parce que c'était lui qui m'avait fait venir à Limoges au départ, et il me rappelle pour aller à Malaga. Oui. D'accord. Là, l'expérience espagnole, tu peux nous en dire un mot? Changement de basket ou... Changement de basket. Changement de vie aussi? Changement de basket, changement de vie, parce que ça va plus vite, parce qu'on était passé aux 24 secondes, donc déjà ça allait plus vite. Le basket espagnol, ça va plus vite. C'est le meilleur championnat d'Europe, clairement. Donc, ouais, tu joues comme un mercenaire. Parce que même si tu oui, exactement, même si tu aimes ton maillot, etc., c'est pas chez toi, tu es un étranger, et tu sais pas combien de temps tu vas rester, en fait. Donc, tu joues comme un mercenaire, et ça aussi, c'est une étape importante. Ça change l'état d'esprit? Ben, ça te met encore plus de pression, en fait. Ouais. Mais en fait, je crois que la pression, ça va toujours crescendo dans la vie. Et la première fois que tu t'es payé, tu as beaucoup de pression, mais que la première fois que tu es payé à l'étranger, comme un étranger, c'est dur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris l'espagnol rapidement. Pour essayer de m'intégrer plus, pour répondre aux interviews, pour montrer que je m'étais impliqué complètement et pour me sentir un peu moins étranger. Ouais, et être plus légitime finalement quand tu reçois ton chèque. Alors je sais pas si ça avait un rapport avec la légitimité, peut-être que mais c'était plus inconscient, mais c'était plus pour m'intégrer, réellement pour... En fait, j'ai besoin d'avoir et de ressentir les valeurs des clubs que je défends. Et si tu parles pas la langue, j'ai l'impression que tu peux pas... tu vois, si j'avais parlé en américain ou en français là-bas, bah je me serais senti un petit peu illégitime, comme tu le dis. Mais là, je me dis, ok, je me suis appliqué, je me sens vraiment ici. Mon fils est né à Malaga. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui me font dire que Malaga, c'était comme une vraie étape dans ma vie, quoi. Ouais. Et alors, tu rebondis sur ton fils? Tu t'en parles dans ton livre? Je rebondis pas sur mon fils, sinon il meurt. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais tu parles de ton fils et je rebondis dessus, du coup. D'accord. Là, il mourra peut-être un petit peu moins. Ouais, un peu moins. Mais quand même, ça joue pas grand-chose. T'en parles dans ton livre. Ton fils est autiste. Oui. Tu as d'ailleurs fondé une association qui soutient les autistes, enfin qui soutient la vie autour de l'autisme. En fait, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé une association qui fait les camps de basket. Parce que moi, j'en ai marre d'aller taper les gens en disant donnez de l'argent. Non. On crée quelque chose, des camps de basket dans ce cas précis. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes une prestation et sur cette prestation, les bénéfices, on les reverse à des IME, à des foyers de vie, à tous ces endroits qui accueillent des enfants, des adultes autistes
pour essayer de les soulager, de leur donner un peu d'argent. Voilà, en gros. Et alors, tu en parles dans ton livre, quand tu sais que ton fils est autiste au départ, ça te fait quoi? Ben, j'ai pris le plus grand choc de ma vie. J'ai essayé de me suicider 2 fois. J'étais en dépression. J'ai pris 50 kilos parce que je prenais des cachets. Du coup. J'aime à dire que je suis mort 1 ou 2 fois déjà depuis. Et que bah, j'ai réussi à me remettre un petit peu. Il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu plus de 10 ans. Mais qu'une partie de moi est morte. Ouais. Et pourquoi, selon toi? Mais parce que on dit toujours que les mamans sont nées pour être maman. Moi, j'étais né pour être papa. Moi, c'était le rêve absolu de ma vie. Moi, l'argent, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'ai pas de montre, j'ai un téléphone pourri. L'argent, c'est pas le moteur de ma vie. Mais par contre, la famille, ici, et me dire que mon fils ne pouvait pas me donner de descendance, ça m'a complètement détruit, en fait. Que, juste pour quand même expliquer, mon fils a 22 ans maintenant, je lave quand il vient chez moi. C'est-à-dire que je lui lave toutes les parties de son corps. Je ne pensais pas laver le pénis de mon fils quand il aurait 22 ans. Et je peux te dire que ça te permet d'avoir bien les pieds sur terre et de bien comprendre ce que c'est la vraie vie. Mais pour l'assumer, il m'a fallu, quand je dis 10 ans, peut-être même 15, enfin, depuis que je sais en fait. C'est un travail sur toi C'est un travail que je fais au quotidien. Hein. Encore parfois, je suis en colère avec lui, alors c'est pas de sa faute. Je suis en colère avec moi parce que j'arrive pas à l'assumer. Il y a des jours qui sont bien, il y a des jours qui sont plus difficiles. Mais l'avantage, c'est que je suis devenu un comédien maintenant, donc personne ne le voit. Mais tu le ressens quand même. Ah, mais moi, je le sais. Je le sais, je le vis, je le ressens. Mais tout le monde me dit que je suis d'humeur égale tout le temps. Ce qui est pas du tout vrai, en fait. Et alors, justement, tu parles de l'assumer, d'avoir les pieds sur terre. Du coup, tu as mené une double carrière, celle de papa et J'ai eu celle peur de... quand t'as dit j'ai terminé une double vie. Celle-là, je la sens pas bien du tout, cette phrase. Une double carrière. Le fait de découvrir cette paternité ou ce type de paternité auquel tu n'étais pas prêt. Et puis le basket, parce que c'est d'arriver en même temps, et tu as encore continué à jouer quelques années après. Ouais, j'ai joué un petit peu, mais Ça a affecté j'étais ton plus le jeu. même. J'étais plus le même du tout. Bah, j'étais beaucoup moins sérieux. Je faisais plus attention à mon poids, alors que j'ai des problèmes de poids depuis le départ. Sauf que, comme j'ai toujours fait attention, bah, ça se voyait pas à l'époque. Donc, et puis, c'est difficile de dire, allez, je vais courir, je vais travailler. Ouais, mais je rentre à la maison, j'ai mon fils qui est handicapé, quoi. Tu vois, enfin, trouver le bon équilibre. Après, tu te sentais coupable d'aller bosser, je me sentais coupable, je me sentais pas motivé. Ouais. Parce que je le fais pour qui? Pendant beaucoup de temps, je me suis posé la question, mais je fais ça pour qui? Parce que si c'est pour moi, ça sert à rien. En fait, moi, si je fais du basket, c'est pour rendre fier mon fils, pour rendre fier mes parents, enfin, toujours pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une erreur, hein, mais chacun a la motivation qu'il a. Et je me dis, mais attends, j'ai une médaille olympique, je le montre à mon fils, il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas ce que c'est, et ça l'intéressera jamais. Mais ça permet de relativiser aussi. Ça te permet de relativiser, mais ça te permet aussi de te dire, mais pourquoi je continue en fait? Ouais. Et c'est ça qui t'a fait glisser vers... Ah oui, c'est ça, moi j'y arrivais plus en fait. J'arrivais plus... Pour faire du sport de très haut niveau, il faut que ton esprit et ton corps soient à fond dans le truc. Mon corps, de moins en moins, parce que comme je te disais, je prenais du poids, et mon esprit, il était, sans mauvais jeu de mots, il glissait ailleurs. Donc c'est difficile de maintenir le cap. D'ailleurs, tu parles de la dichotomie esprit et corps. Tu penses que c'est l'esprit qui guide le corps dans le sport de haut niveau ou le corps qui guide l'esprit? Alors, j'ai toujours cru que c'était le corps qui guidait l'esprit, sauf que j'ai eu un coach qui s'appelle toujours d'ailleurs Duško Ivanović, qui avait comme mantra, j'ai envie de dire, je sais pas, au moins phrase qu'il lui employait beaucoup, c'était la fatigue n'existe pas, tout est mental. Et en fait, je me disais, c'est n'importe quoi, je suis fatigué quoi. Sauf que c'est faux. Au bout d'une année avec lui, on avait tellement travaillé que je ne sentais plus de fatigue. C'est juste la lassitude mentale qui me faisait croire que j'étais fatigué. Et j'avais poussé tellement mes limites physiques que je me suis dit, non, en fait, si j'avais été fatigué, j'aurais pas pu pousser mes limites physiques à ce point. Donc, il a raison. C'est ton esprit qui dicte tout. Et alors, il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. Et tu penses que c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les big men comme toi, le poste a évolué vraiment? Parce qu'on est sur des mecs qui sont encore plus athlétiques que ce que vous étiez à l'époque. Sur tous les postes, d'ailleurs. Non, je pense que non. Je pense que les big men, ils ont évolué parce que malheureusement, Steph Curry est arrivé, que Chute à 3 points a pris un pas majeur dans ça, donc tu n'as plus des gros qui vont poster, ils vont plus jouer de haut panier, ils vont plus être près du cercle, ils vont faire des écrans et courir au cercle. Pour faire des écrans et courir au cercle, il faut être hyper athlétique. Ouais. Donc c'est l'évolution logique du jeu qui a poussé les gros à devenir moins gros du coup.
Et ouais, à jouer autrement. Ouais, à jouer autrement, à développer d'autres spécificités, etc. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour les moins athlétiques, selon toi, dans le basket moderne, que ce soit en Euroleague ou en NBA? Mais il y a de la place, la preuve. Il y a un Jokic, par exemple, Mm. qui est en train de prouver le contraire. Sauf que déjà, il est plus athlétique que les gens veulent bien le Je dire. pense. Ouais. Et en plus, il a un QI de basket qui lui permet d'avoir, en comparaison avec les échecs, 2 ou 3 coups d'avance. Mm. Donc ça veut dire qu'il peut anticiper et qu'il a moins besoin. Sauf que, on en parle beaucoup de Jokic. Pourquoi? Parce qu'il y en a un. Mm. Doncic, Jokic et... Wemby, peut-être, demain. Oui, mais très athlétique, ouais. Ouais, dans un autre registre. Dans un autre registre. Mais ce que je veux dire, c'est que des Je mecs parle pas d'un athlétiques basket, ouais, mais des mecs pas athlétiques. qui réussissent, il n'y en a pas tant que ça. Mm. Il y en a, mais c'est des exceptions. Sur une des précédentes émissions, on avait donc le sélectionneur de l'équipe de France U15 qui disait que de toute façon, pour le très haut niveau, quel que soit le sport, aujourd'hui, on recherche avant tout des athlètes. De toute Mais façon, c'est bien le pour problème. emmagasiner la. Oui, sauf que c'est bien un problème. Ouais. Parce que quand tu as des athlètes, tu charges des mecs de 2 mètres. Mm. Ils sont où les meneurs de l'équipe de France là? En fait, il y a plein de mecs qui passent sous les radars parce que ils sont moins athlétiques au départ. Mm. Sauf que par exemple, un Nando de Colo est passé sous les radars. Sauf que tu n'as plus de meneurs en équipe de France parce que tu cherches que des mecs de 2 mecs super athlétiques. Mais il n'y a pas que ça dans le basket. C'est ce qui me plaît dans mon sport justement. C'est qu'il y a des petits, des moyens, des grands, des mecs super athlétiques, des mecs un petit peu moins athlétiques mais qui ont cette science du Moi, jeu. tu me regardes quand tu dis un petit peu Moi, moins athlétique. alors j'aurais dit beaucoup moins. Par contre, tu as dit science du jeu derrière, ça me va. Oui, Non, mais c'était non, pas c'était toi. pas pour moi. Non, mais effectivement, oui, parce que on arrive, après, ça génère pas mal de questions sur est-ce qu'on va finalement augmenter la taille du panier, est-ce qu'on va faire une ligne à 4 points, toutes ces questions-là, tu les vis comment, toi? Tu as un avis dessus ou... J'ai un avis, oui. En fait, quand tu vois, j'ai fait le Paris-Roubaix qui part de Compiègne, et on parlait du vélo et de l'évolution du vélo, des athlètes, etc. On est obligé de trouver des solutions tellement c'est compliqué. Parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils sont de plus en plus performants jeunes, donc ils ont moins d'expérience dans le peloton, et plein de choses comme ça. Et je me dis que le basket c'est pareil, sauf que nous on a moins de risques physiques, mais l'évolution elle tend aussi à ça, où les mecs vont... Victor Wembanyama, je pense qu'avec les dents il peut dunker là. C'est clair. Donc ça veut dire qu'avec ses grands bras, tu mets le panier à 3,45 m, pour lui, je suis même pas sûr qu'il voit la différence en fait. Donc je pense qu'il va falloir des évolutions, ouais. Parce que physiquement ça devient des monstres, ça devient des Formule 1, ça devient des... Nous on était beaucoup plus basés justement, ou en tout cas en Europe, sur ce côté, on réfléchit, on fait des systèmes, on joue collectivement. Les mecs en NBA c'est une machine. Donc oui, je pense qu'il va falloir trouver des évolutions, et le shoot à 3 points c'est pareil. Pourquoi on ne shoot plus à l'intérieur? Parce qu'on est à 50% à l'intérieur. On est à 40, voire plus, à 3 points. C'est mathématique en fait. Ça compte un peu plus. Mais c'est mathématique. Il vaut mieux shooter à 3 points que shooter à 2. Donc, il va falloir reculer de plus en plus ta ligne, trouver des solutions pour que il y ait moins de paniers à 3 points, soit reculer la ligne de la ligne à 3 points, soit mettre des paniers à 4 points pour tendre à shooter de là. Je ne sais pas quelles sont les solutions, mais la NBA va trouver. Sur ça, c'est des génies. Alors NBA ou Euroleague? Alors je commente la NBA. Je suis très fan de l'Euroleague, moi, parce que j'ai été bercé par ça, etc. Il faut se rappeler que j'ai eu Malkovic, Ivanovic, Tanjevic, donc Déjà, que des Vic. À E3, il y a eu quelques titres. Il y a eu quelques titres, mais c'est surtout des mecs en Vic, donc qui ont cette culture européenne, qui t'apprennent le basket comme moi j'aime. Mais j'avoue que j'aime beaucoup la NBA aussi. Alors si je dois choisir à regarder un match, sauf si c'est pas pour le travail, je vais regarder l'Euroleague. Mais après, la NBA, j'ai appris à aimer. Parce que c'est le décorum, parce que les histoires qu'ils racontent, parce qu'ils mettent en avant les anciens, parce qu'ils mettent en avant des statistiques. Et moi qui aime bien les statistiques, j'aime bien. Mais c'est pas pour les mêmes raisons en fait. Et puis il y a des joueurs tellement incroyables en NBA. Moi je suis un grand fan de LeBron James par exemple. C'est le numéro 2 de l'histoire, juste après Jojo. Ah, merci. Mais je suis d'accord avec toi. Et distinguo entre saison régulière et playoff quand même pour la NBA? Ah bien sûr. En fait, il faut quand même se rappeler que pendant la saison régulière, il y a 82 matchs. Donc tu peux pas être performant pendant les 82 matchs. Mais aussi, il faut se rappeler que c'est les meilleurs joueurs du monde qui jouent là-bas. Donc quand ça commence à compter, tu vois que c'est les meilleurs joueurs du monde. Parce qu'ils commencent à défendre, ils s'appliquent. Et là, par contre, il y a un titre en jeu. Et à partir du moment où il y a un titre en jeu, les Ricains et tous les Européens, les gens du monde entier, ils ont cette capacité à se transcender, à être encore meilleurs. Donc oui, là par contre, quand tu parles de play-off, je suis désolé pour l'Euroleague, j'aime beaucoup l'Euroleague, mais tu veux pas tester. Même le Final Four?
Même le Final Four, je pense pas. Après, une équipe comme le Real Madrid, je pense qu'en ferait chier pas mal, si tu me passes l'expression. Mais, dans l'absolu, Denver, je vois pas comment tu peux arrêter Denver, quoi. Par exemple. Et Boston non plus, enfin, il y a quand même des équipes qui sont au-dessus. D'accord. Dernière question basket avant de passer à ta reconversion. On est sur une année olympique. C'est vrai? Hey, pronostic par rapport à l'équipe de France et puis par rapport à l'équipe que met Team USA. J'ai beaucoup de mal à répondre. Parce que l'équipe de France, je pense qu'on a tout partout sauf au poste de meneur. Donc il y a quelques temps, je disais qu'on ferait même pas une médaille. J'étais scandalisé, j'étais énervé après la Coupe du Monde. Sauf que Wemby, il est incroyable. Bilal Koulibaly, c'est incroyable. On a quand même Rudy qui risque d'être le meilleur défenseur. Ça te fait une raquette pas dégueu. T'as des mecs qui sont capables de défendre. Alors moi, j'imagine des scores à la 51-50 à la fin du match, parce que t'as des monstres pour défendre. Mais j'ai du mal à savoir. Sauf que ce problème de meneur, pour alimenter ces gars, À très haut niveau. tu vois, en NBA, tu peux quasiment jouer sans meneur, parce que les Suns, ils n'ont quasiment pas de meneur. En FIBA, c'est quand même plus difficile, hein, parce qu'il y a des systèmes où tu peux faire des prises à deux, tu peux faire des zones, tu peux amener le ballon où il faut, c'est une vraie science, et c'est mon petit bémol. Mais je pense qu'on devrait faire au moins bronze. En tout cas, en France, j'espère, parce qu'en plus, moi, je vais commenter sur Eurosport. Si j'ai pas la France jusqu'au bout, je vais être en dépression. Team USA champion. Je suis pas sûr. Alors tu vois qui sur le podium? Moi, je dis attention au Canada. D'accord. C'est leur deuxième vraie compétition tous ensemble. Jamal Murray, je ne sais pas s'il sera là ou pas. Ils ont cette capacité à mettre une énorme pression. Et alors oui, Team USA sur le papier, c'est les Avengers, mais c'est les Avengers qui sortent de l'EHPAD. Hein. Donc, à un moment, ils ont quand même leur âge. Ils auront quand même tapé une saison régulière. Donc, plus de 100 matchs pour plus de 100 matchs pour beaucoup. Est-ce qu'ils sont aussi forts physiquement que ce que je pense? Oui, j'espère en tous les cas, mais en même temps, s'ils sont surpris, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il faut quand même qu'un seul ballon. Hein. Oui, c'est clair. Donc trouver la bonne hiérarchie dans ce groupe-là, c'est pas évident. Donc pour moi, comme ça, je sais que les gens vont prendre pour un fou. Canada 1, Team USA 2, France 3. On verra. Mais c'est une analyse comme une autre. Ouais, c'est ça. Ça a le mérite, elle a le mérite d'exister. J'adore cette phrase. Elle est à peu près pertinente. Ouais, voilà. Mais non, je veux dire, Ce qui est j'ai une surprenant, explication. Non, mais j'ai une vraie explication, sur tous les cas. Bien sûr. Alors justement, bon là, on termine avec la partie basket, même si on va y revenir, parce que dans le cadre de ta reconversion, tu l'as dit, tu commentes la NBA, enfin tu fais plein d'autres choses. Comment ça se passe, psychologiquement, mentalement, quand on se dit j'arrête le basket? Moi, j'étais ravi. Ouais. Ouais, j'étais ravi. Parce que tu étais arrivé au bout du bout. Parce que, en fait, tu peux pas te mentir. Dans le sport de haut niveau, tu ne peux pas te mentir. Parce que si tu te mens et que tu joues devant 5000 personnes, tu mens aux 5000 personnes. Sauf qu'eux, ils le voient. Parce qu'eux, ils payent leur place. Parce qu'à un moment, il faut les respecter eux aussi. Et en fait, pour faire les efforts, j'en avais marre. Et j'en avais marre d'avoir mal partout. Je me suis arrêté. Très peu de temps après, j'avais plus mal nulle part quand je me levais le matin. Ouais. Et ça, c'est un luxe énorme. Toute ma vie, j'ai eu mal partout. Mais je m'en donnais même pas compte. Oui, parce que c'était de C'était la routine. Sauf que, non, en fait, la vie, c'est pas d'avoir mal partout. Alors, si, mais pas à cet âge-là, en fait. Donc, moi, j'étais arrêté, t'avais quel âge exactement? J'avais 33. 33. Et donc là, t'arrêtes, tu retournes à Limoges ou tu retournes en Lorraine? Alors, quand j'ai arrêté une première fois, et Fred Forte m'a obligé à reprendre, parce qu'en fait, pour la petite histoire, je jouais en départ avec mes potes. Sauf que comme mon dernier club était en Espagne, il me fallait une lettre de sortie. Ouais. Et ils ont envoyé la lettre de sortie au CSP. Parce que moi, je leur ai dit que je jouais à Limoges. Ils l'ont envoyé au CSP. D'accord. Donc Fred m'a dit, moi, je te donne ta lettre de sortie si tu finis la saison avec nous. D'accord. Donc j'ai fini la saison. Il m'a dit, allez, on repart en Pro A. Fred, tu fais bien une petite saison. Sauf que j'ai tenu 6 mois parce que j'avais mal au genou déjà. Et voilà pourquoi j'ai arrêté. Donc je n'ai pas bougé de Limoges, en fait. J'ai arrêté, repris et réarrêté à Limoges. Et donc à Limoges, après, tu reconstruis une nouvelle vie, encore une fois? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté des brasseries. J'avais 3 brasseries, 40 employés. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Parce que 40 employés, c'est 40 problèmes. Bien sûr. Par jour. Donc, c'est pas mon truc. Je ne sais pas faire. Parce que nous, encore une fois, moi, je viens d'un monde où c'est marche ou crève. Je dis pas que mon monde est bien. Je dis simplement que c'est tout ce que j'ai connu. Ouais. Et donc, d'un seul coup, quand les mecs venaient se plaindre et dire, ah oui, mais moi, ma copine, elle n'est pas en forme. Et faire semblant d'écouter, tu vois, c'était un peu difficile.
Donc c'était pas une très bonne expérience. Et puis en plus, la restauration, si tu n'es pas dedans, pardon, c'est complexe. Et pourquoi la brasserie d'ailleurs à ce moment-là? Bah, parce que j'avais toujours rêvé d'avoir un endroit pour aller avec mes potes pour manger. Enfin, c'est complètement débile en fait. Faut pas, de temps en temps, faut pas trop m'en demander. Hein. Je suis allé au basique, j'avais envie de bouffer des trucs qui me plaisaient, j'ai acheté une brasserie quoi. Et en fait, voilà, on a revendu et on a essayé d'acheter un bureau de tabac. On a acheté un bureau de tabac. Sauf que c'est un moment où j'ai commencé à un peu exploser par rapport à ma deuxième reconversion, c'est-à-dire le consulting. Et donc, j'avais plus trop le temps et voilà quoi. Oui, donc après la brasserie, tu achètes des bureaux de tabac. Alors, J'achète un bureau de tabac ouais. qui était classé 150e en France. Donc une grosse affaire. Ça veut dire qu'il y avait 27 000 tabacs à l'époque. Donc 150e, ça veut dire que c'était une grosse affaire, beaucoup de travail, 4 employés encore une fois, donc ça fonctionnait pas mal. Sauf que le problème que j'avais, c'était une question de temps en fait. Je rentrais, j'étais cramé d'avoir commenté les matchs, etc. Je devais bosser, enfin c'était plus possible. C'était plus tenable. Donc tu nous dis, pour une brasserie, tu achètes une brasserie parce que tu as envie de manger avec tes potes, mais Ouais. le bureau de tabac, pourquoi? Parce que j'ai envie de fumer. Non, C'est pour ça. non, en fait, c'est un bon business. C'était. C'est vrai que là, je pense que c'est un peu plus compliqué maintenant, mais c'était plutôt un bon business, ce tabac. Et alors ton regard sur à la fois les similitudes entre le sport de haut niveau et la gestion d'entreprise, et puis les différences, c'est quoi? Et Donc, similitude parce que tu gères une équipe. Parce que tu dois essayer de trouver les meilleures solutions pour que tout le monde soit performant à son poste. Donc ça ressemble un peu au sport de haut niveau finalement, parce qu'en plus, au basket où il y a des postes vraiment définis, ça ressemble. Sauf qu'encore une fois, je sais que c'est pas bien ce que je vais dire, mais il y a tellement d'assistés dans la vie normale que c'est pas possible en fait. Donc, je ne connais pas d'autre forme d'être manager que tu marches ou tu crèves. Et ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est inadapté parce qu'on n'a pas vécu une vraie vie en fait. Ouais. Parce qu'on nous a demandé d'autres choses, d'autres efforts, d'autres sacrifices, et de ce fait, on Tu comprends pas que les autres fonctionnent pas comme toi. Pour moi, en fait, ma boîte, c'était ma boîte. Moi, j'ai joué, je pouvais pas rentrer ma cheville dans ma chaussure, tellement elle était enflée. Mais j'ai joué, parce que mon club me le demandait. Ouais. Mais c'est pas possible dans la vraie vie, ça. Et maintenant, avec le recul, je le comprends. Mais tu sors juste de ce monde-là, tu ne peux pas comprendre. C'est pas possible. Tu dis, mais pourquoi il fait pas ça, en fait? Ouais. En fait, il vient juste pour prendre son chèque. C'est pas dans ta logique. Mais oui, il vient juste pour prendre son chèque parce qu'il n'est pas super bien payé, parce qu'il doit nourrir sa famille et qu'il y a des choses plus importantes que son boulot. Moi, je faisais un métier passion. Il faut se rappeler de ça aussi. Donc, tu peux pas comprendre. Et alors, si tu devais tout refaire dans ta vie professionnelle, à la fois basket et pro, avant de parler de la partie commentaire, tu referais exactement la même chose? Je ferais tout, pareil. Pas parce que c'était bien, mais parce que ça m'a construit. Alors tu vois, c'est une troisième similitude avec tous ceux qui sont passés à ta place, c'est qu'il y a le travail, il y a l'envie de se surpasser, enfin tout ce que tu veux, l'effort, etc. Et puis il y a ça. Personne ne regrette rien. C'est quand même assez fabuleux. Moi, je regrette certaines de mes attitudes, mais je regrette pas d'être passé pas le parcours. J'ai souffert, j'en ai chié, il y a des moments géniaux, mais ça fait partie du truc en fait. C'est ton chemin de vie. Et de toute façon, tu sais, je sais pas si tu es au courant, tu peux pas revenir en arrière. Non, ça c'est... Non, mais si tu avais la possibilité. Oui, mais alors si j'avais la possibilité, je gagnerais à l'euro-million plutôt que tout recommencer. Mais ça Et je suis beaucoup plus intelligent maintenant, à presque 47 ans qu'avant, aussi. C'est sûr. Je partais de loin, donc... Non, donc effectivement, nous on aime bien cette partie-là, et t'es venu directement dessus, mais j'aime bien aussi ces deux questions-là. La première, c'est qu'est-ce qu'il dirait le Fred de 47 ans au Fred de 12 ans qui commence le basket? Enfin, qui commence le basket de haut niveau, à faire des sacrifices. C'est super simple, je lui dirais, écoute, tu vas en chier, comme tu peux même pas imaginer, mais ça vaut le coup. Ça marche. Et deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es un homme libre, tu es arrivé à un point de ta vie où finalement, grâce à l'expérience que tu as menée dans le sport de haut niveau, tu arrives à peu près tout gérer? Je pense que je peux tout gérer, oui, mais des fois c'est dur encore. Enfin, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Faut pas que les gens pensent que, sous prétexte que je vais dire que j'arrive à tout gérer, que ça va se faire comme ça. Non, mais je sais que j'ai les capacités à réfléchir, à être serein et à faire les choses. J'en parle souvent à ma compagne, et je dis, tu sais, avec moi, chérie, on va se sortir de tout. Parce que j'arriverai à gérer. Dans les moments de stress, j'arriverai à gérer. Je dis pas qu'après, j'irai pas pleurer dans mon coin, mais pendant les moments de stress, je serai serein. Et elle me dit, j'ai bien compris ça.
si tu pouvais être serein aussi quand il n'y a pas de stress, et trouver des solutions aussi. Et ça, pour toi, c'est le sport de haut niveau qui t'a amené à ça. Oui, je pense. C'est le parcours de vie et le sport de haut niveau est en grande partie de ma vie aussi. Donc, logiquement, oui. Aujourd'hui, pour finir là-dessus, avant de te demander le mot de la fin, mais pour finir là-dessus, maintenant, donc, auteur, tu as sorti ton livre il y a 2-3 ans maintenant. Il y a c'est ça, bonnes presque, années. 2 ans et demi. Acteur, Acteur. sur Pardon. le film de l'abbé Pierre. Film de la vie de l'abbé Pierre, pardon. Et puis surtout commentateur. Oui. Auprès de. Bah là, ce matin, tu étais sur RMC pour le Paris-Roubaix, C'est ça. mais Being principalement, et puis NBA Extra. Alors, ouais, j'ai la chance de faire pas mal de trucs. Donc, toujours le podcast sur RMC. En fait, ça, c'était le fil conducteur, parce qu'il y a eu une période avec le Covid où ça a été compliqué de trouver des dates, parce que les droits à télé étaient compliqués. Donc, je me suis retrouvé à pas faire grand-chose, mais il me restait toujours ce podcast RMC. Et je travaillais sur Sport en France, où je commentais du basket féminin, parce que je suis un fan de basket féminin. Je sais, les gens vont me dire pourquoi, parce que je trouve que tactiquement, c'est intéressant. Bien sûr. Et que j'aime bien, et que les filles, moi j'aime beaucoup les gens qui arrivent à faire des phrases avec sujet, verbe, complément. Et dans le basket féminin, ça existe. Dans le basket masculin, pas toujours. Donc voilà. Déjà, Dans tes commentaires, parfois, ça n'existe pas. Mais non, mes journalistes, je les reprends souvent. C'est ça que tu voulais dire? Non. Ah oui, non, j'ai bien compris. Et donc ensuite, j'ai eu la chance d'aller sur Bein, qui est à la NBA. Donc je fais les nuits, ça c'est dur aussi, à mon âge. Et NBA Extra, effectivement, comme tu le dis. Et après, sur RMC, j'ai réussi à m'imposer pour avoir une place sur les grandes gueules. Pour l'instant, ça tient. Ils n'ont pas vu le bluff encore. Donc dès qu'ils le voient, ils me virent. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. C'est pas toujours évident parce qu'on parle de sports différents que je connais pas très bien, comme le cyclisme, clairement. Mais j'essaie de bosser pour me mettre au niveau, mais c'est hyper intéressant. Je sais que c'est assez drôle parce que tu as à peu près le même approche que Patrick Montel qui était là avant toi et qui dit que lui il se qualifie comme un imposteur en fait. Alors je confirme, Patrick Montel, c'est un imposteur. Parce que lui il commentait les sports et il faisait moins d'efforts, etc. Enfin bon, il l'explique dans une précédente émission. Mais c'est assez drôle que tu dises ils se sont pas encore rendus compte. Non mais en fait, je fais un truc que je déteste que les autres fassent. Je déteste que les gens pensent qu'ils savent tout faire. Sauf que quand je suis au grand gueule, j'agis comme un mec qui sait tout sur tout. Ouais. Et qui a une opinion sur tout et qui sait. Sauf que c'est faux. Donc j'essaie toujours de faire le parallèle quand même avec mon sport, que celui que je maîtrise normalement. Et ça me permet d'avoir des réponses. Mais je déteste les gens qui ont cette capacité à dire « Ouais, je sais faire ». Ben non, en fait, t'as jamais fait de cyclisme, tu vas pas pouvoir expliquer pourquoi les vélos vont trop vite. Mais voilà, en essayant de faire le parallèle, j'essaie d'être le moins imposteur possible. Et alors, les 2 dernières questions. Les conseils que tu donnerais à un gamin qui a envie de vivre une vie un peu extraordinaire, à la fois de sport de haut niveau, de sport pro, puis une reconversion réussie. Alors moi, je dirais que la peur ne doit pas être un frein. Quand on m'a proposé le casting pour le film, j'avais peur. Mais j'y suis allé. En fait, la peur n'est pas un frein chez moi. Au contraire, c'est une motivation. Mon ego. Beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui à un casting? T'as rien à y gagner, t'as rien... Enfin, oui, mais en même temps, j'ai rien à y perdre. Et je vais avoir peur, et au pire, je pourrais dire, j'ai fait un casting dans ma vie. Au pire, je pourrais dire, j'ai monté les marches de Cannes pour un film. Moi, j'ai pas trop le physique du jeune premier, quand même. Je te confirme. Merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que qui aurait pu imaginer, je viens d'un village de 1000 habitants, moi. Donc à un moment, j'ai tenté, j'ai pas eu peur, j'ai eu peur, mais ça m'a pas freiné. J'ai réussi à vaincre cette peur, mais c'est dans tout ce que je fais. Pour les grandes gueules, je leur ai dit un jour, je veux faire les grandes gueules. Je flippais grave la première fois. Sauf que je l'ai fait. Mais si tu tentes pas, jamais tu peux rien arriver. Si tu restes dans ta zone de confort, tu vas arriver à quoi? Ma zone de confort, moi, c'est de rester en Lorraine, que ma mère me fasse mon lit et qu'elle me fasse à manger. À 46 ans. Toujours, quand même. Ouais, je la vois moins. mais à 46 ans, je suis pas sûr que ça soit vraiment l'aboutissement de ta vie, quoi. Donc j'ai pris des risques, je suis parti. J'ai eu peur plein de fois, mais ça m'a pas freiné. Merci à toutes et à tous. À bientôt pour la prochaine émission où on recevra normalement Giovanni Boggia qui a entraîné plusieurs champions de boxe, champions du monde, Ivan Mendy qu'on recevra ensuite, etc. Avec qui j'espère on aura autant de sympathie et de plaisir à partager ces moments. À bientôt. Thank you.